à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Vous savez que nous sommes diffusés dans 200 pays en 22 langues. Et ce matin, mon invité en direct sur ce plateau, c'est Jean-Pierre Raffarin. Il vient d'arriver. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ancien Premier ministre. On a beaucoup de questions à vous poser ce matin car le monde semble devenu fou. L'Ukraine, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Vous connaissez bien la Chine, on y reviendra. Le Proche-Orient. Et puis la politique aussi. Vous avez été aux premières loges. Je rappelle que vous avez eu à gérer dans votre gouvernement un tandem dont on a beaucoup parlé, qui était le tandem Sarkozy-Villepin. Donc ce qui se passe à droite doit vous apparaître simple à côté. Plus Fillon, plus Borloo, plus quelques autres. Voilà, on va revenir dans tout ça dans cette émission dans un instant. Donc TV5 Monde en direct face au territoire avec Jean-Pierre Raffarin. Dans un instant, Stéphane Vernet est présent sur ce plateau, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Alors je disais, le monde semble devenu fou. On démarre avec vous, bien sûr, avec toutes les questions internationales, notamment celles liées à l'Alliance Atlantique. Tout à fait. Alors j'ai envie de m'adresser à la figure de proue de l'ONG internationale Leaders for Peace, les leaders pour la paix. Que vous inspirent les mots de Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky, prononcés hier? Donald Trump a présenté le président ukrainien comme un dictateur qui va perdre son pays et il l'accuse carrément d'avoir déclenché la guerre. C'est de sa faute. À quoi joue Trump? Écoutez, je ne le sais pas trop, c'est assez incompréhensible, en tout cas c'est extrêmement douloureux. C'est une situation complètement nouvelle de rupture internationale. Je pense que ça repose les questions des alliances, je pense qu'il y a une redistribution des cartes complète. Je trouve qu'il n'y a aucun manque dans cette affaire de dignité, même pas le respect des morts. Ça n'existait pas, entre guillemets, à votre époque, ce type de relation politique entre leaders de haut niveau, de chefs d'État. Absolument. L'injure était extrêmement rare et c'était quelque chose qui, au fond, était toujours effacé par la diplomatie et les relations diplomatiques. Aujourd'hui, on a ce contact direct, ces expressions directes, verticales, brutales du président américain. Tout ceci est sans respect, c'est-à-dire c'est contraire à nos principes de civilisation. Avec les pays, on peut avoir des désaccords, mais il faut qu'on parle. Et on se parle avec qui? On se parle avec tout le monde, sauf ceux qui nous ont déclenché la guerre. C'est le général de Gaulle qui a montré qu'il fallait parler à tout le monde, mais qui est parti à Londres quand on a été envahi parce qu'il a dit « Là, je ne suis pas collabo, je suis résistant ». Et donc, nous sommes dans une situation où nous sommes attaqués sur le territoire européen. Nous avons un devoir de résistance. Et au fond, ceci doit se faire dans le respect, et notamment dans le respect d'abord de nos morts, tous ceux qui ont choisi la liberté dans les grandes guerres avec les Américains. Il faut aussi qu'ils respectent ces morts américains et puis qu'on respecte les morts ukrainiens. Et donc, peut-être qu'il faudra faire des vérités sur M. Zelensky. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas au moment où il y a le sommet de la crise qu'on peut se permettre comme ça de changer d'alliance et de poignarder un allié dans le dos. Mais en reprenant, en fait, Donald Trump reprend le narratif russe sur Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça veut dire, est-ce que Donald Trump travaille pour Vladimir Poutine, ou alors est-ce qu'il essaye de justifier le fait d'écarter les Ukrainiens des négociations? Écoutez, il y a deux stratégies possibles de Donald Trump. La première, c'est, je dirais, une stratégie de l'asphyxie. C'est-à-dire, il veut nous asphyxier. Tous les jours, il lance une attaque. Tous les jours, il lance quelque chose pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir, pour qu'on n'ait pas le temps de construire une opposition, pour qu'on n'ait pas le temps d'avoir un débat. C'est au fond le débat qui est aujourd'hui assassiné par cette provocation quotidienne sur différents sujets. Avec Musk, ils sont complices sur cette affaire. C'est la stratégie de l'asphyxie. Si c'est cela, ça ne durera pas longtemps. En Poitou, on dit que ça durera moins que les foires à Niort. Bon, je pense que ça ne durera pas très longtemps. Y compris, vous attendez une réaction de certaines personnalités aux États-Unis, par exemple des anciens présidents américains. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, parce que d'abord, il y aura un problème entre Musk et le président, parce qu'au fond, deux crocodiles dans un même bureau ovale... Les intérêts sont contradictoires, finiront par s'opposer. Je pense. Mais ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, elle est plus institutionnelle. La deuxième ligne politique, et c'est peut-être pour ça que le Pentagone ne dit trop rien à toutes ces provocations, c'est qu'au fond, Kissinger le disait, il ne faut pas mettre dans le même pot les intérêts de la Chine et les intérêts de la Russie. Peut-être que la stratégie ici, dans cette affaire, c'est une stratégie fondée, sérieuse et avec une vision très claire, où au fond, il faut séparer
Chine et Russie, et Kissinger disait il faut avoir de bonnes relations avec la Chine quand on a des tensions avec la Russie, de bonnes relations avec la Russie quand on a des tensions avec la Chine. Donc pour vous, ça pourrait être ça, une recherche d'un retournement d'alliance des Russes qui se séparent des Iraniens, par exemple, des Chinois. Exactement. À mon avis, ça pourrait être cela, d'essayer de ramener les Russes dans une situation de dialogue avec les États-Unis, de manière à garder la Chine comme adversaire frontal. Soyons fous, puisque la période est folle, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que finalement, Donald Trump, en donnant l'Ukraine à la Russie, s'assure du soutien futur de la Russie le jour où il voudra annexer par la force le Groenland, par exemple? Je pense que ce serait quand même complètement déraisonnable de penser des stratégies comme ça, parce que jamais Poutine ne changera structurellement de camp. On le voit très hostile à l'Occident, on le voit très hostile sur la voie du Nord. Il préfère sans doute le Danemark aux États-Unis, au Groenland. Donc je pense que, parce que cette voie nouvelle de communication qui va de créer de nombreuses richesses, c'est ça l'enjeu aujourd'hui sur le nord de la planète. Et donc je ne pense pas que ça soit si structuré que ça. Je pense qu'il est clair que l'adversaire numéro un, c'est la Chine, et que pour ça, il faut une relation apaisée avec la Russie. Moi, je voudrais revenir sur le fait que vous avez été aux commandes, Premier ministre donc de Jacques Chirac, qui avait une vision des relations diplomatiques internationales très différente. À l'époque de ses alliés de l'époque, on se rappelle le conflit avec George Bush Jr., à l'époque président des États-Unis d'Amérique sous Chirac. Alors, les conflits étaient patents, on le voyait, mais la relation personnelle restait forte. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On voit bien que Donald Trump agit tout seul, avec violence, via les réseaux sociaux. Comment on combat ça, au fond? Comment on arrive à résister à ça? Vous qui avez été dans les négociations, c'est totalement nouveau comme donne. Je pense, comme vous le disiez, que la période est folle et qu'il ne faut surtout pas s'affoler. Alors voilà. Il faut surtout construire une réaction. Quelle est la donne principale? La donne principale, c'est que le droit recule et que la force avance. Et que nous sommes dans une situation où c'est la force qui guide la politique internationale. Oui, mais quand celui qui exprime cette force le fait de manière irrationnelle ou perçue comme irrationnelle. Construisons, travaillons sur notre propre force. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous allons être manipulés si nous ne sommes pas capables de construire une force. Et dans ce paysage qui est très sombre, dans ce paysage qui inspire un plus grand pessimisme que j'ai jamais connu, il y a quand même une petite lueur, c'est peut-être le changement politique en Allemagne. Parce que là est la source de la force. Le jour où la France et l'Allemagne sont vraiment soudées sur une politique internationale partagée. Moi, vous parlez de mon expérience. Sur l'affaire de l'Irak, Schröder et Chirac étaient ensemble. Et je me souviens que Chirac m'avait envoyé dans les 4 pays qui avaient soutenu la France au Conseil de sécurité, c'est-à-dire le Canada, le Mexique, l'Inde et la Chine. Et là-bas, quand je parlais de Chirac, qui avait affronté les États-Unis avec son courage, etc. Et on me répondait très souvent, Chirac et Schröder. Le rapport de force, il est franco-allemand. Et là, les élections allemandes dimanche sont très importantes. Parce que c'est à partir de ça qu'il faut reconstruire. Et moi, je pense que dès la semaine prochaine, il faut montrer que sur ces sujets-là, la France et l'Allemagne parlent d'une même voix. C'est très intéressant. On va parler de l'Allemagne. Comment on accuse les Russes d'ingérence, de manipulation dans les élections, dans différents scrutins. On le dit sans arrêt. Là, sur le cas précis de l'Allemagne, on voit que les États-Unis soutiennent ouvertement l'AfD, le parti néo-nazi, en fait, pour faire monter l'AfD et avoir un impact sur, justement, le choix, les élections du week-end prochain. Il n'y a aucun respect du peuple allemand dans cette affaire, comme il n'y a aucun respect du peuple ukrainien, comme il n'y a aucun respect. Or, nous sommes des civilisations qui ont fait du respect quelque chose de fondamental. Dans ce cas-là, on peut se poser la question si nous sommes toujours des alliés des États-Unis. Les États-Unis doivent répondre à cette question. Je vois que le président Macron peut-être se rendre aux États-Unis bientôt. C'est ça la question. Êtes-vous toujours alliés avec le Premier ministre anglais? Ça n'échappe à personne. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. En effet... On est en train d'assister à la fin de l'Alliance Atlantique ou alors une évolution très brutale des rapports des rapports transatlantiques? Les amis de mes ennemis ne peuvent pas être mes amis. Plus, moins, ça fait moins. Donc les amis de la Russie ne peuvent pas être les amis de l'Europe. Donc ça, il faut clairement le dire à monsieur... Ça peut se clarifier sur une rencontre la semaine prochaine. Absolument, absolument. Il faut savoir si nous sommes alliés. Déjà, nous avions dit à plusieurs reprises, depuis De Gaulle, que nous sommes alliés, mais pas alignés. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous sommes alliés?
Est-ce qu'aujourd'hui, quand à partir du moment où on a ce coup de poignard qui est donné dans le dos des Européens, est-ce que nous sommes dans une situation où nous sommes toujours alliés des États-Unis? La question est posée et je pense qu'il faudra que le président Trump réponde assez vite. On va regarder rapidement la une de Ouest France, Stéphane Vernet, et puis vous restez avec moi en plateau, bien sûr. On a un sujet qui n'a rien à voir, c'est sur les polluants éternels, les PFAS. Quel risque pour la santé? Jean-Pierre Raffarin, le fait que Emmanuel Macron parte aux États-Unis, très certainement voir Donald Trump à la Maison-Blanche avec le Premier ministre anglais et non pas le chancelier allemand, puisque les élections sont en août, ça change quand même un petit peu quelque chose dans la relation vis-à-vis de Trump. Oui. C'est les deux puissances nucléaires européennes qui se rendent ensemble à Washington. Et ce qui est très important, c'est que c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les relations avec le Royaume-Uni... Il est fiable, je veux dire, le Premier ministre anglais, Ken Starmer? Oui, sur une partie du sujet. C'est-à-dire que dans la géopolitique, il est allié des États-Unis. Il ne faut pas compter sur lui. Il s'alignera toujours, comme Tony Blair s'était aligné sur George Bush, ils s'aligneront toujours. Vous voulez dire anglais et américain, ça marche ensemble? Sauf sur les questions géographiques. Les Anglais ont encore plus peur de Poutine que les Français. Ils ont peur de la guerre, les Anglais. Nous, au fond, on ne croit pas la guerre très crédible en France. Mais les Anglais, ils pensent la guerre crédible. Et donc, quand il s'agit de géographie, directement, ils n'ont pas plus de géopolitique. Vous voulez dire qu'ils sont partagés? Ils sont avec nous, ils sont sur le continent avec nous. Ils sont partagés, ils sont à la fois... Et ce qui est très important, que nos auditeurs comprennent bien, c'est que l'armée française et l'armée britannique sont très proches, sont très organisées. Il y a des accords qui s'appellent les accords de Lancaster House qui ont construit ce partenariat. Et donc, en permanence, l'action de l'armée française et de l'armée britannique peuvent être coordonnées. C'est un point de force considérable. C'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui est notre invité en direct ce matin dans Face au territoire sur TV5 Monde. Vous restez avec moi, Stéphane Vernet, une minute. On part pour Marseille, Jean-Pierre Raffarin. On retrouve Olivier Biscay, partenaire de cette émission et directeur de la rédaction de La Provence, notre partenaire. Olivier. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Lorsque vous observez les candidatures pour la présidence de LR, comme celle pour la présidentielle de 2027, est-ce que vous dites que finalement, la droite française est la plus bête du monde ? Non, pas vraiment. Je pense que la droite s'est mise dans une position d'extrême fragilité, de grande division dans les 5 dernières années. Mais là, je commence à voir une petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, elle vient d'abord du fait que Michel Barnier a reconstitué l'espace UMP. Vous savez que dans cet espace UMP, il y avait toujours les gaullistes et les centristes, les UDF et les RPR, les orléanistes et les bonapartistes. Et là, le fait nouveau, c'est qu'il y a maintenant au gouvernement, en effet, des gens qui sont de la culture RPR, d'autres de la culture UDF, et qui se rassemblent donc, disons... Qui travaillent ensemble, la droite, et qui travaillent ensemble, qui se parlent. Et premier point important. Deuxième point important, apparaissent des personnalités sur le créneau bonapartiste, c'est-à-dire la percée de Retailleau, qui est quand même très, très importante. Et donc, aujourd'hui, on voit que des thèmes comme les 64 ans deviennent thèmes pour les retraites, deviennent des thèmes structurants de la droite. J'ai entendu des ministres dire que si on revenait sur les 64 ans, ils quitteraient le gouvernement. Donc, la droite est en train, petit à petit, de se restructurer. Si Retailleau battait Laurent Wauquiez, à ce moment-là, il y a un espace politique qui peut se créer, parce qu'on voit qu'avec Retailleau, non seulement on a un honnête homme et quelqu'un qui a des qualités personnelles assez fortes, je le connais bien, il est élu de Vendée, moi j'étais élu de la Vienne, nous sommes adjacents, quasiment, donc culturellement en tout cas, et donc on observe bien les choses d'un côté comme de l'autre, et donc c'est quelqu'un de remarquable. Donc entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, votre cœur ne balance pas? Je pense que Wauquiez est quelqu'un de très bien, je veux pas l'attaquer en tant que tel. Je pense que Retailleau a aujourd'hui une ligne parce qu'il peut parler avec honnêteté, dignité, éthique de sujets difficiles comme la sécurité et l'immigration. En plus, c'est un Vendéen. En plus, c'est un Vendéen. Je dis ça parce que vous êtes attaché évidemment à cette région, à ce département. Et donc, il a cette proximité-là. Mais ce que je crois très important, c'est que Édouard Philippe s'est préparé et se prépare déjà avec un tempérament, je dirais, un peu plus orléaniste. Et donc, ces deux tempéraments sont très complémentaires. Oui, mais vous appartenez à Horizon aujourd'hui. En tout cas, vous êtes rapproché d'Édouard Philippe. Donc vous allez être tiraillé, Jean-Pierre Raffarin. Vous allez être tiraillé. Je pense qu'on ne peut gagner, si cet espace politique veut gagner,
qu'en s'entendant. Vous savez, Giscard et Chirac se sont combattus tout le temps, sauf pour se faire élire l'un l'autre. C'est Chirac qui fait élire Giscard, c'est Giscard qui fait élire Chirac contre Balladur. Donc vous voyez une alliance à terme entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Cet espace politique de centre-droit ne peut avancer que si on a une alliance des bonapartistes et des orléanistes, pour parler de l'histoire de France et de René Raymond. Alors, une petite question de Stéphane Vernet, rapide. Oui, vous évoquiez les 64 ans à l'instant. Il y a la mission flash de la Cour des comptes va rendre sur les retraites, va rendre son rapport ce matin à 11h. A priori, elle n'accréditerait pas la thèse de François Bayrou qui consiste à dire qu'il y a un déficit chronique de 30 à 40 milliards d'euros par an sur les retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que sur ce sujet, il faut attendre ce rapport. Tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas me prononcer. Mais je vois bien qu'il y a des questions théoriques qui sont posées. Est-ce qu'on parle des déficits aussi de la fonction publique ? Est-ce qu'on parle des retraites de la pension et des pensions de la fonction publique ? Donc tout ceci, ça dépend un peu des équations telles qu'elles sont présentées. Je pense qu'il serait vraiment une rupture très importante si on devait reculer sur les 64 ans. Et en fait, on a progressé depuis Balladur, avec Sarkozy, avec ma réforme que j'ai faite, et un certain nombre de choses. On est toujours allé dans la même direction, c'est-à-dire faire des économies. Pas suffisamment, mais toujours un peu. Si on devenait aller dans l'autre sens, ce serait grave. Jean-Pierre Raffarin, notre invité ce matin, à la une de la Provence. Rapidement, de nos partenaires de la Provence, dernière ligne droite pour les travaux de la place Castellane. Important. Merci Stéphane Vernet, éditorialiste politique de Ouest France. On part pour Lille, où Guillaume Desplanques a une question à vous poser. Il est le directeur, rédacteur en chef info de WEO TV du groupe Rossel. On écoute Guillaume Desplanques à Lille. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. La 61e édition du Salon de l'agriculture démarre ce samedi. Et si la France reste la première puissance agricole européenne, vous le savez, l'année 2024 s'est avérée très compliquée dans plusieurs domaines. Faut-il s'en inquiéter ? Notre souveraineté alimentaire est-elle en danger selon vous ? Alors, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il faut naturellement régler des dossiers difficiles comme le dossier du Mercosur. Mais de ce point de vue-là, je pense que la méthode qui était celle de Jacques Chirac devrait être la bonne. C'est-à-dire non pas discuter avec les Allemands sur chaque dossier et avoir un accord et un désaccord, mais se partager les dossiers. Et je pense que là, par exemple, sur des sujets comme ça, je pense que si nous retenions la position des Allemands sur le véhicule électrique, nous pourrions retenir la position des Français sur le Mercosur. C'était ça, le partenariat franco-allemand. C'est-à-dire qu'on se partage les victoires au lieu de se partager des échecs. Et donc je crois qu'il faut vraiment retravailler avec notamment, en ce que c'est sur ce sujet-là, les agriculteurs allemands qui ont des positions assez voisines des nôtres pour reconstruire une véritable force. Nous sommes dans un monde où c'est la force qui l'emporte et aujourd'hui l'Europe et nous-mêmes, nous manquons de force. Là, la relation franco-allemande, y compris sur ce sujet, est la solution. Alors, les unes de notre partenaire du groupe Rossel France, c'est-à-dire la Voix du Nord et le Courrier Picard, on les voit, des médecins en détresse. Et mauvaise nouvelle pour les acheteurs dans l'immobilier. On sait que l'immobilier, en ce moment, recommence une crise. Voilà, merci. C'était Guillaume Desplanques qui était depuis Lille. Dans un instant, on va rejoindre Denis Caro qui est à Nice, en duplex et en direct de la rédaction de Nice Matin. On a l'impression que vous considérez, Jean-Pierre Raffarin, qu'au fond, avant, c'était mieux. Non, pas forcément, mais non, parce que je vois des choses assez formidables. Bon, les technologies et notre président a fait des choses très intéressantes sur les technologies. Moi, j'ai eu une montre, par exemple. J'ai eu des petits soucis cardiaques à un moment. C'est une petite montre, mais elle peut faire un électrocardiogramme et qui est directement connecté à mon cardiologue. Donc, si je sens un moment débattement... si vous avez un cardiologue, parce que vous connaissez le problème de la désertification médicale. Absolument, mais la technologie suit, mais derrière. Mais ça prend pas beaucoup de temps au cardiologue de voir tout de suite et de savoir si je dois aller à l'hôpital ou pas. Donc il y a dans les technologies beaucoup de sujets qui vont être très importants. Donc on est en train de changer de société. C'est vrai que les mutations digitales, l'intelligence artificielle, l'environnement et l'écologie, tout ça transforme profondément les choses. Donc il faut s'adapter, il faut faire confiance au progrès. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que face à ces mouvements-là, on est en désordre en France, en désordre en Europe, en désordre dans le monde. C'est le désordre qu'il faut combattre. On part à Nice. Denis Caro, bonjour. Vous êtes en duplex en direct de votre beau studio, la rédaction de Nice Matin. Question à Jean-Pierre Raffarin. Denis Caro. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Un peu plus d'un an des municipales, François Bayrou souhaite modifier le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille. La maire de Paris, Anne Hidalgo, celui de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, estiment que cette réforme qui sera examinée le 20 mars à l'Assemblée relève du tripatouillage électoral. Est-ce que vous êtes de leur avis ?
C'est clair qu'il y a un enjeu politique dans cette réforme. C'est clair que démocratiquement, la sectorisation permet à quelqu'un de gagner en ayant moins de voix que les autres. Je me souviens d'une élection municipale à Marseille où Gaudin avait eu plus de voix que Defferre, mais c'est Defferre qui avait été élu. Donc en démocratie, je pense que c'est celui qui a le plus de voix qui doit gagner. Donc je pense que c'est pas du tripartite, puisque ce sujet est posé depuis très longtemps. Il se trouve qu'il y a peut-être une fenêtre sur le calendrier, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau dans le débat. Il y a beaucoup de gens et on s'est plaint depuis très longtemps de cette sectorisation qui avait été un calcul de Mitterrand pour pouvoir permettre aux minoritaires de diriger les villes. Donc je pense que ça peut être une bonne orientation. Alors peut-être que c'est pas forcément le moment, peut-être que ça va trop vite, ça c'est autre chose, il n'y a peut-être pas eu les concertations nécessaires, mais globalement c'est pas une affaire nouvelle et c'est plutôt une affaire de justice que de donner à celui qui a le plus de voix la victoire au municipal. C'est extraordinairement difficile le rôle de François Bayrou aujourd'hui, Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui s'est imposé, on l'a vu, à Emmanuel Macron, et qui a une majorité qui n'existe pas à l'Assemblée nationale. C'est très différent de quand vous exerciez vous-même le rôle de Premier ministre. C'est complètement différent, sur plusieurs points. Il peut tenir, Bayrou. Est-ce qu'il peut tenir ? Nous avons des institutions qui sont fondées sur le fait majoritaire, parce que le deuxième tour de l'élection présidentielle, il n'y a que 2 candidats. Donc forcément, celui qui est élu, il a une majorité dans le pays. Donc c'est le fait majoritaire qui gouverne. Or aujourd'hui, le président n'a pas de majorité, et le Premier ministre, contrairement à ce qui se passe dans la cohabitation, n'a pas de majorité non plus. Et au Parlement, aucun parti n'a la majorité. Donc on est à une constitution avec le fait majoritaire sans majorité. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour aborder des sujets difficiles, comme naturellement nos finances publiques et essayer de diminuer notre dette. On voit bien qu'il faut des réformes structurelles et des réformes structurelles sans majorité. François Bayrou, il y a une forme de club des anciens premiers ministres qui se parlent. Souvent on se parle, et puis avec François Bayrou, je lui ai succédé comme délégué général de l'UDF dans le temps, je le connais depuis très longtemps, donc on se parle souvent. Et là, je l'ai représenté avec le président de la République aux obsèques du président allemand, donc on a des sujets souvent d'occasion de se voir, mais je pense qu'aujourd'hui, il est dans une situation extraordinairement difficile que nous n'avons pas connue. Et puis, moi, je dois dire aussi que j'avais bénéficié de quelque chose qui était assez formidable, c'était une relation assez exemplaire avec le président de la République, qui fait que j'étais paisible et qu'aucun Elle n'existe pas, la relation de confiance entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Je pense qu'il y a une amitié, il y a une confiance, mais disons que les systèmes sont quand même très difficiles et je pense qu'il peut y avoir, surtout avec le parti du président, des difficultés aujourd'hui dans les négociations. On l'a vu et c'est, je crois, quelque chose qui ajoute à la complexité. Mais le principe le plus important en termes de difficulté, c'est que nous sommes dans un système majoritaire avec l'absence de majorité. La une de Nice ce matin, Denis Caro. Les unes de Nice Matin et Var Matin, c'est le succès du permis de conduire à 17 ans qui séduit beaucoup dans le Var et sur la Côte d'Azur. Bien sûr. Directeur des rédactions du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Var Matin, Nice Matin bien sûr, et Monaco Matin. Merci. Denis Caro, vous étiez en direct. Ça, c'est très sympathique. Vous savez, moi, j'ai un petit-fils qui a 15 ans, qui vient d'avoir son permis, son code, et donc qui est en conduite accompagnée. Et c'est très agréable d'être à côté de son petit-fils quand il apprend à conduire. Et à 17 ans, oui, il alors la conduire. question, c'est conduisez-vous vous-même ? Moi, je conduis, oui. Toujours. Oui, toujours, bien sûr. Mais en tant qu'ancien Premier ministre, on l'a vu, il y a eu un débat sur le fait... À Paris, pour mes fonctions, que les anciens Premiers ministres coûtaient cher au pays, il y a une voiture, etc. mais quand je suis dans ma région natale, j'ai un parking à la ville de La Rochelle où j'ai ma voiture qui m'attend dans le parking de La Rochelle où je loue une place. Vous avez pensé quoi du débat qui indiquait aux Français, qui en étaient surpris d'ailleurs, que les anciens Premiers ministres coûtaient cher à la France ? Ça peut dépendre des cas. Moi, j'ai le sentiment que je rapporte plus que je coûte. Je suis allé gratuitement en Allemagne 48 heures pour représenter le président de la République et le Premier ministre aux obsèques du président allemand. Vous vous sentez encore menacé ? Il faut être protégé. Vous devez être protégé. Je n'ai pas de rémunération. Je n'ai pas. Vous devez être protégé. Je pense que toutes les personnes qui sont reconnues et reconnues, d'abord il peut y avoir des cas pour les ministres de l'Intérieur, pour des gens, moi j'ai eu quelques difficultés avec un certain nombre de pays, donc il est possible qu'il y ait des menaces, mais surtout la menace, c'est ce qui hélas arrive assez souvent, ce sont tous les déséquilibrés qui, reconnaissant quelqu'un, sont dans une situation d'extase, donc ont tendance à agresser, donc ça arrive quelquefois. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, est notre invité ce matin dans Face au territoire. On part à la rédaction de 20 minutes. Notre partenaire à Paris, c'est Floréal Hernandez, le rédacteur en chef, qui a une question à vous poser.
Bonjour Monsieur le Premier ministre, avez-vous trouvé que c'était du copinage, la candidature proposée par Emmanuel Macron de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel? Non, franchement non. Tous les présidents de la République, sauf peut-être Giscard, à un moment, on nommait des personnalités qui étaient proches, même le général de Gaulle avait nommé quelqu'un de très proche. Donc je ne vois pas pourquoi dans notre démocratie, on ne nommerait pas quelqu'un de sa famille politique. Nous sommes dans une démocratie, les partis politiques existent. Ça ne vous choque pas? Ça ne me choque pas. En Allemagne, ce sont les députés qui choisissent. Est-ce que c'est plus indépendant que le président? J'en suis pas sûr. Donc ce qui compte, c'est que de toute façon, le président du Conseil constitutionnel, il est parmi les 9 sages, il est un parmi les autres. On repart à la rédaction de 20 minutes. Floréal Hernandez. Jean-Pierre Raffarin, on connaît votre passion pour Johnny Hallyday. Un autre grand nom de la culture française, Gérard Depardieu, est aujourd'hui accusé par plusieurs plaignantes de viol, d'agression sexuelle. Il y a aussi des images de lui en Corée du Nord où il a des propos sexuels déplacés à propos de femmes ou même d'une enfant. Que doit-on faire aujourd'hui de sa filmographie? Peut-on encore dire que l'acteur rend fier la France? Je pense d'abord, je ne veux pas me prononcer sur des procédures judiciaires qui sont en cours. C'est à la justice de le dire, c'est à la justice de s'exprimer. Je pense que ce qu'il faut accepter, c'est que nous sommes dans un état de droit. Moi, je suis assez libéral dans le fond. J'ai toujours pensé que le droit était supérieur à la politique. Et quand même je vois mon ami Retailleau qui est remis en cause par le droit à propos d'une expulsion en Algérie, je me dis c'est bien que nous sommes dans un pays où le droit s'impose à la politique. Il s'agit d'une personnalité qu'on peut juger sur ses actes, sur ce qu'on en voit. Donc c'est au droit de le dire. C'est au droit de le dire. Et donc on doit. Mais vous aimez bien les icônes françaises. Donc je me dis, peut-être Jean-Pierre Raffarin est déçu d'avoir vu Depardieu faire ça. Je suis profondément déçu, mais je pense aussi qu'il y a un débat qu'il faut avoir sereinement, c'est qu'est-ce qu'on doit dire de l'artiste, et on peut distinguer l'œuvre de la personne. Et donc, je ne cherche pas à savoir si Picasso avait une vie exemplaire quand j'admire une œuvre de Picasso. Donc, l'œuvre, c'est quelque chose qui vit en soi, je dirais presque d'une certaine manière, indépendante de la personne du créateur. On part à Lyon. Jean-Didier Derry, qui est depuis Lyon le rédacteur en chef adjoint du Progrès de Lyon, groupe EBRA, qui est notre partenaire dans cette émission, a une question à vous poser. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Votre nom a été évoqué pour présider le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030. Finalement, après le retrait de Martin Fourcade, c'est l'ancien champion Edgar Gros-Piron qui a été choisi. Quelle est votre réaction à cette nomination? Était-ce, selon vous, un bon choix? Écoutez, je ne savais pas que j'avais été proposé, mais je suis bien assez incompétent pour gérer ça. Vous skiez vous-même? J'ai skié, non mais maintenant je ne skie plus parce que les chutes sont quelquefois assez lourdes. Et donc j'adore la montagne, j'y passe tous mes étés. J'aime beaucoup la Haute-Savoie notamment, mais aussi la Savoie parce que je suis à la frontière des deux. J'aime beaucoup marcher, j'aime tout ça. Mais très, très franchement, je ne serais pas capable de faire ça. C'est une question du Progrès de Lyon en même temps. Gros-Piron est quelqu'un de très très bien. Il a une énergie assez folle. Ça a été un grand champion. Et puis maintenant, il connaît les questions d'organisation. Donc je pense qu'il a. Martin Fourcade était un symbole, un peu comme Tony Estanguet. Donc bon, c'est dommage qu'il n'ait pas pu être retenu. Mais Gros-Piron a toutes les médailles qu'il faut pour pouvoir on voit quand même organiser. Que ça vous intéresse. Vous souriez dès que ces questions-là vous plaisent. J'adore le sport. J'adore. Mais je suis tout à fait lucide sur mes aptitudes. Et donc, en ce qui concerne là, ils ont bien fait de ne pas me retenir. Deuxième question, depuis Lyon, Jean-Didier Derry. Jean-Pierre Raffarin, en 2004, alors Premier ministre, vous présentiez à Lyon un programme ambitieux de 140 mesures visant à rapprocher les usagers des services publics. Plus de 20 ans plus tard, avec le recul, quel bilan vous dressez de ces engagements? Ont-ils véritablement transformé la relation entre l'État et les citoyens? Alors je crois qu'on a à peu près progressé quand même de manière très significative en matière de digitalisation et de facilité aujourd'hui dans un certain nombre de procédures. Il reste encore des choses assez complexes, mais par rapport à la philosophie de cette époque, je pense que la déception vient du recul de la décentralisation. Parce que les services des collectivités territoriales devraient être renforcés et développés. Je trouve qu'on est beaucoup trop dirigé d'en haut. Nous avons beaucoup perdu d'initiatives territoriales et je crois qu'il faudra revenir sur ce sujet
sujet. Une critique qu'on fait au président de la République, de ne pas avoir pris en compte, comme on dit, les étapes intermédiaires. Je pense que c'est en effet, c'était l'origine de son surnom Jupiter. Je pense que c'est pas suffisamment renforcé et que le président de la République et que ce renouvellement de la vie politique, la fin du cumul des mandats aussi. Quand vous pensez que le maire, qui est celui qui est le plus proche de la vie des Français, des malheurs comme des bonheurs, des enterrements comme des mariages, le maire est exclu de la fabrique de la loi. C'est quelque chose d'insupportable. Et donc aujourd'hui, il faut remettre le citoyen plus proche, en effet, des services publics et notamment des décisions publiques des collectivités territoriales. Et ça passe par le retour du maire dans la fabrique de la loi. À la une du Progrès de Lyon et du journal de Saône-et-Loire, JSL, nos partenaires. Voilà, dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie va nous rejoindre. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que... Ça vous donne pas le tournis quand même, ce Tour de France, là, comme ça c'est impressionnant quand même d'avoir toute la France en face de soi à un moment. Eh bien, vous allez voir, non seulement la France, mais également les départements d'outre-mer, puisque nous nous rendons à Fort-de-France, où Cyril Boutier, directeur éditorial de France Antilles, a une question à vous poser. On écoute à Fort-de-France Cyril Boutier. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Manuel Valls, ancien Premier ministre comme vous, a été nommé à la tête d'un ministère d'État en charge des Outre-mer. Est-ce que, pour vous, ce statut d'ancien Premier ministre lui donne un avantage pour gérer les dossiers multiples concernant les territoires d'outre-mer ? Je crois, oui. Je crois qu'il a une expérience. Vous avez un rapport avec lui ? Excellent, excellent. C'est quelqu'un de conviction, c'est quelqu'un de... On a des désaccords politiques, mais je respecte de toute façon et sa personne et sa manière de gouvernance. En fait, il a une expérience. Vous savez, je me souviens de discussion avec Jacques Chirac qui m'avait dit que être une deuxième fois Premier ministre, c'est ce qu'il avait connu, ce que vous avez connu, c'était assez formidable. Parce que, il a été sous la cohabitation une deuxième fois. Voilà. Une première fois de Giscard, on rappelle aux téléspectateurs, une deuxième fois de Mitterrand. Absolument. Sous la cohabitation. Et il dit la deuxième fois, on arrive complètement libre. Parce qu'on sait ce que c'est que la pression du pouvoir. Quelqu'un qui est allé à Matignon, qui a connu ces pressions, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a connu tout ça, il arrive là dans une fonction importante et stratégique, il a cette profondeur. Mais est-ce qu'on ne déclasse pas la fonction de Premier ministre en redevenant simple ministre avec un simple département ministériel, même s'il est très important ? Non, parce que l'Outre-mer, autrefois, le ministère de l'Outre-mer, c'était un petit Matignon. C'est interministériel. Parce qu'on a tout en transversal. On a tout en transversal. C'est un petit Matignon. Donc je pense les problèmes de société, les problèmes économiques, les relations internationales, les voisins, etc. Donc c'est vraiment une fonction transversale et je pense que Manuel Valls est tout à fait pertinent. Et puis il a cette énergie, il a cette volonté. On parlait tout à l'heure de Johnny. Il faut avoir envie d'avoir envie. Et Emmanuel, il est comme ça. Vous pouvez le refaire, ça ? Les improvisations ne se répètent pas. Oui, merci. Jean-Pierre Raffarin est notre invité. La une de France Antilles et de France-Guyane. Voilà, on les a à l'antenne pendant qu'on parle. Vous continuez en famille de chanter du Johnny Hallyday, tout ça, ou c'est fini ? Non, c'est jamais fini, parce qu'on a toujours des occasions. Tout ça, mais je pense qu'il a marqué, si vous voulez. Il mourra quand nous mourrons. Il a suivi toute une génération et même les enfants de cette génération. Et donc, il est dans nos vies. Il a eu sa jeunesse un peu folle, turbulente. Il a ce mariage avec Sylvie. Il a cette vie agitée. Et puis, il a les enfants. Et puis, il a ses chansons, à chaque fois, Laura et quelques autres. Et puis, il finit sur Restons vivants. Donc, il est accompagné de nos tendres années à Restons vivants. Il a accompagné nos vies. Donc, il mourra quand nous mourrons. Tom Benoît, le directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Sur ce plateau, on va aborder des questions sérieuses. Jean-Pierre Raffarin est notre invité ce matin. Alors on sait que Jean-Pierre Raffarin est très présent et va souvent en Chine, a été décoré par le président chinois. Alors un gros plan sur la situation économique, notamment avec la Chine. J'ai une mission officielle. Voilà. Ça ne relève pas de la rumeur. Vous avez une mission officielle. Ouais. Alors bonjour Jean-Pierre Raffarin, je voudrais vous parler de la Chine en effet, des déclarations de Donald Trump, notamment par rapport à la TVA, les droits de douane, donc tout le marché chinois-européen. Ce que nous dit Donald Trump, c'est lorsqu'un Américain exporte une machine à laver par exemple, en France, il y a une TVA de 20%. Lorsque vous exportez, vous avez des taxes qui équivalent à 6 ou 7% en moyenne. Est-ce que c'est légitime de la part de Donald Trump de dire on a envie de protéger l'industrie américaine ? Ça n'est pas équitable. Je pense que à partir du moment où il a des logiques comme l'extraterritorialisation de ces lois, comme la puissance de la... pas d'hier, si je puis dire. Tout le paquet
fait que je ne le trouve pas très sincère sur ce sujet. Ce n'est pas la logique de Donald Trump. L'extraterritorialité du droit américain, c'est vieux comme le monde américain, si je puis dire. Ouais, quand même, ça a été renforcé avec lui. Parce la que, BNP avait été condamnée, Volkswagen, ces dernières années. Si Total quitte l'Iran, c'est parce que les États-Unis lui imposent de quitter l'Iran. Autrement, ils ont des menaces sur leur développement. Et aujourd'hui, les États-Unis font des pressions sur toutes les entreprises qui travaillent avec la Chine. Donc il y a vraiment aujourd'hui une volonté dominante des États-Unis, et notamment pour une raison toute simple, c'est qu'ils sont largement endettés et qu'ils font face à leurs dettes par l'influence du dollar. Nous aussi, nous sommes très endettés. Mais on n'a pas le dollar. Et c'est pour ça. Pour aller dans votre sens, votre raisonnement est assez compréhensible. Ce que Donald Trump nous dit également, c'est on a trop de déficits aux États-Unis et on ne peut pas se contenter d'éponger notre dette uniquement par le dollar, la force du dollar. Il faut de la croissance. Est-ce que ça n'est pas en reterritorialisant, en contraignant, pour être très précis, par exemple BMW à fabriquer directement aux États-Unis, qui va réussir à trouver ces points de croissance pour rembourser la dette américaine également? Je pense que la stratégie des États-Unis, qui est en fait une stratégie de la société civile, c'est l'innovation. C'est là où ils sont très forts. Dans la tech, par exemple. Dans la tech, ils ont cette capacité de rebond. Et donc, je pense que c'est plus par une logique de créativité, de mobilisation de la jeunesse, des centres de recherche, que par une logique de retour à un protectionnisme sous différentes formes. Le talent de l'Amérique, c'est la créativité. Voilà. Et je crois, c'est leur ressort. Et alors, pour ce qui est du protectionnisme, je pense que quand on commence à faire l'escalade du protectionnisme, d'abord, les pays les plus forts seront naturellement les plus avantagés. Faire des rapports de force, parce que le protectionnisme, c'est un rapport de force. Faire un rapport de force avec plus fort que soi, c'est assez dangereux. Ouais. Et donc, nous, si on fait l'escalade d'un côté avec les États-Unis, de l'autre côté avec la Chine, on va monter nos tarifs et on va être complètement enfermé, et ce sera du protectionnisme. Et là, au fond, la création de valeur, c'est souvent l'exportation. Puisqu'on parle de valeur, j'ai une question sur la Chine que vous connaissez bien. Nous avons fait un reportage Géostratégie Magazine aux Émirats Arabes Unis il n'y a pas très longtemps, et nous avons appris par des sources officielles et officieuse que la Chine achète beaucoup d'or sur des marchés qui sont officieux, sur des marchés parallèles, de l'or qui passe notamment par des plaques tournantes comme les Émirats Arabes Unis, justement pour que cet or acheté par la Chine ne soit pas sous le feu des radars américains, notamment occidentaux. Est-ce que vous en avez eu écho, vous? J'en ai pas eu écho, mais je ne suis pas surpris de ce que vous me dites, parce que je vois bien que la Chine développe des relations assez privilégiées avec le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Moyen-Orient, dans sa promotion, je pense à l'Arabie Saoudite, aux Émirats aussi, dans leur promotion, joue la carte. On est suffisamment proche des États-Unis pour partager des questions de sécurité, et on est complètement ouvert au développement chinois. La monnaie des Émirats est arrimée au dollar, et ils font partie des BRICS. Exactement. Et donc, double avantage. Dans cette logique-là, oui, mais c'est sans doute double avantage. Moi, je crains beaucoup la tension sino-américaine pour nos entreprises. Mais est-ce qu'il y a vraiment une tension finalement ou une collaboration? Quand je vois que BYD fournit des batteries pour Tesla, par exemple, pour le marché européen, on est très loin de la guerre entre Américains et Chinois. Il y a les deux. D'ailleurs, avec les Chinois, il y a toujours les deux, yin et yang. Donc, mais c'est vrai qu'ils sont très mobilisés contre les États-Unis, mais la plus belle usine de Tesla, elle est quand même à Shanghai. Voilà. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des implications. Au total, il y a quand même une mobilisation contre les États-Unis qui fait qu'on a des pressions, et les entreprises françaises ont beaucoup de pression. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises françaises qui veulent être mondiales ont besoin des deux marchés. Il faut être en Chine, il faut être aux États-Unis. Et donc nous devons éviter... Une fois que c'est dit, comment faire? Comment faire? Eh bien, c'est de trouver des alliés qui ont la capacité de résister. Et c'est là la force du Moyen-Orient aujourd'hui. C'est là la force des Émirats. C'est là la force de l'Arabie Saoudite qui propose aux entreprises européennes de dire, si vous travaillez avec nous, vous ne risquez rien parce que nous, on sera assez forts. On a assez d'argent pour résister. Est-ce qu'on peut leur faire confiance à l'Arabie Saoudite? Mais on n'a pas d'autre choix. La vraie question au-delà, c'est qui? Moi, j'ai une question très précise là-dessus, parce qu'on parle de la Chine, des Américains, ce sont des pays, mais nous, qui sommes-nous? Nous sommes l'Union européenne, parce que quand on parle de droits de douane, c'est l'Union européenne qui dit on va rétorquer. Absolument. Mais Donald Trump dit je ne reconnais pas l'Union européenne. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Trump, Musk, cette administration nous dise on va discuter avec Giorgia Meloni, on va discuter avec Bernard Arnault, avec la France, avec l'Allemagne, avec des chefs d'entreprise? S'ils font ça, ils ne sont plus nos alliés. Diviser Est-ce que ça préoccupera beaucoup Donald Trump, j'ai envie de dire? Peut-être que ça préoccupera quand même un certain nombre de responsables américains. Vous voulez de chefs d'entreprise, vous voulez dire?
de chef d'entreprise et puis de leader politique. Pour le moment, sa logique, c'est il nous étouffe, il nous asphyxie par cette hyper-communication quotidienne où il est tout plein. On n'a pas le temps de réagir à un dossier qu'il est sur un autre dossier. Oui. Et donc, c'est la première fois qu'on voit des États-Unis qui reprennent réellement la gouvernance. Trump gouverne, il signe, et il y a un mur qui se construit, il y a un traité... Sauf que c'est un mensonge. Il ne suffit pas d'être élu et de signer dans les démocraties pour pouvoir agir. Parce que nous avons le droit, on en parlait tout à l'heure, nous avons le droit. Et il va y avoir beaucoup de ces décisions qui vont être cassées par le droit. En France, quand vous décidez, président de la République, de faire une action, que vous devez passer par la loi, il vous faut pratiquement à peu près 12 mois ou 18 mois entre le moment où vous décidez que vous passez en Conseil des ministres, après être passé en Conseil d'État, jusqu'au moment où vous allez passer en Conseil constitutionnel pour valider votre conformité à la Constitution. Il faut 12 mois, tout ça. Donc l'idée de dire « je suis élu dans la démocratie, je signe », ça c'est les régimes autoritaires. Et vous verrez que M. Trump sera condamné sur un certain nombre de décisions qu'il a prises parce qu'elles ne sont pas conformes aux règles américaines. La une de Géostratégie, Tom Benoît, qui est une une numérique, on parlait de digital. Oui, sur le site fin du conflit en Ukraine et des marchés qui s'adaptent déjà donc à plusieurs hypothèses. Juste un tout petit mot. Oui. Je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est que quand même les Chinois sont un peuple de commerçants. Avant tout. Avant tout. Et les Américains est un businessman. Vous voulez dire que ça peut matcher assez vite. Et donc, dans les deux cas, on risque la sortie de l'histoire. D'un côté, ils sont en bagarre. Et on était ce que vous dites est très pertinent, absolument. Et d'un autre côté, ils s'entendent sur notre dos. Et dans les deux cas, on a besoin de la force, d'où l'espoir de construire quelque chose avec l'Allemagne qui va naître dimanche prochain des élections. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, est notre invité ce matin dans Face au territoire. On continue sur les questions internationales. Merci Tom Benoît. Merci à vous. Et voici sur ce plateau Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Bonjour Demet. Bonjour. On part du côté du Sahara occidental. Absolument, la visite de Rachida Dati, une visite de 3 jours. On peut l'imaginer, a mis très en colère les autorités algériennes. Est-ce que cette visite, en ce moment, était opportune de la part d'une ministre de l'éducation, de la culture. Je pense qu'il faut construire avec l'Algérie une nouvelle relation, que nous sommes aujourd'hui dans une situation de totale rupture. Et que l'Algérie doit bien comprendre que sans un accord avec l'Algérie, la France développera une autre stratégie, sa propre stratégie, qu'elle développera, donc qu'elle développe avec le Maroc. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que l'Algérie veut construire un nouveau partenariat avec la France? Alors, précisément... Il y avait des visites de M. Tebboune qui étaient prévues. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui veulent un accord avec l'Algérie, qui veulent une stratégie historique avec l'Algérie. Mais pour ça, il faut que, naturellement, il y ait une bonne volonté de la part des Algériens. Vous pensez que la bonne volonté n'est pas là? Et pourtant, le président Tebboune a tendu on a eu l'impression qu'il a tendu la main lors d'un entretien à un journal. Il a dit il faut maintenant trouver les voies du dialogue. Et là, la visite de Rachida Dati, est-ce que cette main tendue n'a pas été Vous savez, la loi de la politique étrangère, c'est toujours la même. C'est soit la force, soit le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il y a la force. Et la force, c'est de constituer un rapport de force. Et là, en l'occurrence, Rachida Dati suit la ligne qui avait été ouverte avec le président de la République sur le Maroc. Et donc, vous la déplorez ou vous êtes... Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que la France devait trancher en faveur du Maroc? Je suis complètement déçu de l'échec, je dirais, du partenariat franco-algérien à ce jour. Et je comprends bien qu'à partir du moment où on n'a pas de dialogue possible, nous sommes dans une logique où on fait pression, y compris sur des sujets qui sont importants pour l'Algérie. Et ceci se passe, ça s'est passé avec le voyage du président au Maroc, et Rachida Dati ne fait que suivre la ligne qui a été décidée à cette occasion. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous-même vous étiez en visite en 2010 en Algérie? Vous êtes rentré avec une dizaine de contrats. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Écoutez, je pense qu'il y a sans doute des maladresses des deux côtés. Je pense que l'Algérie a vraiment été à un moment sur le point d'engager des discussions assez avancées. Et puis, je crois que les problèmes internes de l'Algérie ont conduit à ce qu'elle se ferme davantage. La relation avec la France est trop utilisée en politique intérieure.
Vous savez, quand on mêle la politique intérieure et la politique étrangère, on a souvent des déceptions. Et je pense qu'en Algérie, la relation avec la France, l'image de la France, le partenariat avec la France est un enjeu dont se servent les Algériens suivant leur propre et la France aussi peut-être. Et la France aussi peut-être. Et maintenant, la France joue. Et quand la politique intérieure devient dominante, on va vers des tensions, on va vers des radicalités. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'il y a une radicalisation en Algérie, mais aussi en France sur ce sujet-là. Moi, je suis vraiment partisan d'une relation. Je ne vois pas comment, avec notre histoire commune, avec nos peuples métissés, avec cette proximité géographique, je ne vois pas comment on ne fait pas de la relation avec l'Algérie une priorité. Mais pour ça, il faut être deux. On va rester sur le continent. Vous menez en Afrique un certain nombre de missions pour le dialogue en faveur de la paix. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement à RDC ? Est-ce que vous pensez que la France a un rôle à jouer? Pour le moment, ce rôle est plutôt timide. Oui, je pense que sur l'Afrique, on est dans une situation où on doit tenir compte de la réaction des pays et des peuples. Donc on ne peut agir que quand on nous le demande. C'était la ligne politique française. Et donc en RDC, on voit bien qu'il y a quand même des sujets qui sont très importants, notamment son voisinage et toute cette partie de richesses qui sont au voisinage. Vous ne voulez pas nommer le voisinage? Je ne nomme pas le voisinage, parce que tout le monde le connaît, mais je vois bien qu'il y a là... C'est assez bizarre, c'est le plus grand pays qui a le moins de pouvoir dans cette affaire. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé avec le docteur Mukwege, et je pense qu'il y a ce pays a des forces considérables. C'est sans doute un des pays qui a le plus de richesses et qui n'arrive pas à décoller. C'est quelque chose de difficile. Et le retrait des forces françaises d'Afrique, il y a eu le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et en ce moment la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec une présence... centenaire aujourd'hui. Ce que nos amis d'Afrique doivent comprendre, c'est que la France ne peut pas faire tuer ses soldats et puis être à chaque fois accusée de tous les maux. Donc je crois qu'il faut rebâtir une politique et personnellement... Quelle doit être cette nouvelle politique française? À mon avis, ça doit être une politique franco-allemande. Y compris en Afrique? Oui, vous le dites constamment depuis le début de cette émission. Je pense qu'on doit avoir 3 ou 4 sujets qui sont des sujets que nous construisons pour la force. Pour avoir de la force. Dans ce monde de force, il nous faut de la force. Si nous avions une politique commune avec l'Allemagne sur l'Afrique, une politique commune avec l'Allemagne... Plus avec la Chine, par exemple? Sur les relations avec la Chine. Non, mais on n'a pas de politique commune avec la Chine. On a des échanges économiques sur la Chine, on a des défenses d'intérêt, mais on n'a pas de politique commune avec la Chine. Mais on peut avoir une politique commune sur l'Afrique, sur la défense et sur la Chine. Mais avec l'Allemagne, je crois, sur ces 3 sujets, il y en a peut-être un qu'il faudrait... Et ça, on donnerait à tout le monde l'image de la force, parce que France-Allemagne, ça fait continent, ça fait puissance. Il faut naturellement continuer à travailler avec les autres. Mais non, mais parce qu'il y a eu un vrai contentieux. Les Allemands nous ont envahis. Est-ce que les Français, est-ce que les nouvelles générations, ils sont prêts? Je pense ma vraie conviction, c'est qu'on n'a pas le choix. On est dans un monde de force et on sort de l'histoire. On va sortir de l'histoire. On a fait l'histoire. Et on va sortir de l'histoire. Parce que les Chinois et les Américains vont s'entendre sans nous. Parce que les Américains et les Russes s'entendent sans nous. Parce que les grandes puissances vont s'entendre sans nous. Et que le Moyen-Orient va se construire. C'est une aubaine, Donald Trump, pour les relations franco-allemandes, par exemple? Je pense que... Mais la vraie aubaine, elle va venir peut-être des élections et d'un nouveau chancelier qui va peut-être avoir cette vision-là. Dans ce contexte-là. Le fait qu'on ait un nouveau chancelier dans ce contexte-là, il aura forcément des lunettes différentes. Jean-Pierre Raffarin est notre invité d'En Face au Territoire. Merci, Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Quelques questions liées à l'actualité et de ce qu'étaient vos amis. Nicolas Sarkozy a un bracelet électronique. Dominique de Villepin a fait la tournée des plateaux. On a vu dans le conflit au Proche-Orient, la guerre avec les Palestiniens, qu'il était très clairement du côté des Palestiniens. Est-ce que ces 2 personnalités que vous avez eues à gérer vous-même comme Premier ministre, l'un était ministre des Affaires étrangères, l'autre ministre de l'Intérieur, ils ont bien évolué, ces 2 personnages de la droite? Bon, ça vous attriste pas de les voir aujourd'hui embarqués dans ça? Quelquefois, oui, mais bon, disons vous leur parlez encore? Vous leur parlez encore? Oui, les deux? Parlez aux deux? Bien sûr. En fait, les cas sont très différents parce que Dominique de Villepin, à mon avis, prépare une action politique d'avenir. C'est-à-dire, il veut être candidat à la présidence de la République? Pas, en tout cas, il veut jouer un rôle. Oui. Et puis, Nicolas, lui, est dans une situation où il est attaqué sur des décisions passées. Il ne reviendra plus? Je ne sais pas, mais bon, je trouve que
je n'ai pas à commenter les décisions de justice, ça, mais je trouve quand même qu'on ne traite pas le président de la République qu'il fut comme il mériterait de l'être. Et donc, je suis quelquefois très triste. Mais il y en a un dont on juge le passé et l'autre dont on voit la préparation de l'avenir. Donc, c'est des choses très différentes. Et je pense que sur des sujets comme ça, j'ai été quand même très étonné de la manière dont les choses se sont passées. La droite, celle à laquelle vous apparteniez et auquel vous appartenez aujourd'hui, je veux dire, hors Marine Le Pen, elle peut encore gagner au présidentiel ou elle ne fera que compter? Bien sûr qu'elle peut gagner. Moi, je pense que si on revient à des principes clairs, c'est-à-dire que c'est à la droite républicaine de contraindre, de limiter l'extrême droite, et c'est à la gauche républicaine de limiter l'extrême gauche. Je crois que, si vous voulez, cette idée de grand centre, c'était une idée giscardienne, 2 Français sur 3. C'était 2 Français sur 3. C'était très, très bien, mais à ce moment-là, les extrêmes ne pesaient à eux deux que 30%. Aujourd'hui, c'est eux qui font les 2 tiers. Vous regrettez de ne plus être aux commandes. Est-ce que vous êtes consulté, par exemple, aujourd'hui, par les leaders de la droite? Je parle souvent avec le président, je parle avec le Premier ministre, je participe à beaucoup de réunions. Vous n'êtes plus LR, donc vous ne pouvez plus participer à une pacification entre Wauquiez et Retailleau, par exemple. Mais justement, étant libre, je peux dire des choses, je dis des choses positives sur Retailleau, je peux dire des choses, je suis complètement libre, d'ancien Premier ministre, libre. Ça sert à quelque chose d'être ancien Premier ministre, c'est ça la question? Écoutez, je pense que ça donne vis-à-vis des uns des autres. Bon, avec Édouard Philippe, je travaille beaucoup, il prend certaines de mes idées, et il en rejette d'autres, mais on fait partie du message de l'expérience. Donc, on a connu quand même beaucoup de choses. Donc, moi, dans la gouvernance, j'ai dit à plusieurs fois au président de la République, par exemple, qu'on peut gagner une élection sans parti, mais on ne peut pas gouverner sans parti, parce qu'on a besoin de la ressource humaine. Et on a besoin d'un parti qui protège le président. Le président est trop exposé. Le président, il donne le sentiment de tout faire, et donc il est en permanence accusé. Il s'est abîmé dans son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron. Je pense qu'il s'est trop exposé. Il n'est pas assez protégé. Et c'est la règle d'un parti. Quand il nomme Manuel Valls, qui était son ministre le plus efficace au moment où il l'a nommé à Matignon, moi je leur recommandais de le nommer à la tête du parti. Mais vous interrogez les Français dans la rue, ils ne connaissent pas le nom du parti du président. Ils ne connaissent pas le patron du parti du président. Le parti maintenant, Attal va se faire connaître, mais auparavant, M. Séjourné, qui était un homme respectable, Poitvin par ailleurs. Mais ils ont tous été respectables, les premiers ministres. Gabriel Attal, 34 ans à Matignon. Oui, mais on voit bien que le talent est une chose, l'expérience en est une autre. Et on voit bien que dans son dialogue avec Michel Barnier, il a manqué d'expérience. Bon, donc on voit bien des choses comme ça. Donc c'est ça où l'expérience ne doit pas conduire une politique, mais il faut en tenir compte. Et donc je pense qu'il faut un parti politique. On a besoin de partis politiques. Et c'est pas Macron qui a tué les partis. Ce qui a tué les partis, ce sont les primaires. En un dimanche, on a décapité l'UMP en faisant battre un président et 2 anciens premiers ministres. Merci Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, d'avoir été notre invité ce matin, d'avoir passé 1 heure sur le plateau de TV5 Monde en direct. Prochain invité à votre place, Manuel Valls, lui aussi ancien Premier ministre. Bonne chance. Merci. Et les programmes continuent sur TV5 Monde. Au revoir à tous.